Comment tester si un médicament a un effet, si un pesticide est cancérigène ou si des utilisateurs aiment une mise à jour d'un site web? Dans tous ces cas, les scientifiques s'accordent généralement à dire qu'il existe un standard ultime de la méthode scientifique à appliquer, à savoir les tests randomisés en double aveugle. Aujourd'hui, on parle de ce que beaucoup considèrent être la science sous sa forme la plus idéale. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous sur ce schéma tiré de Wikipédia. J'imagine que vous l'avez déjà plus ou moins croisé. Il décrit la méthode scientifique telle qu'elle est le plus souvent présentée. Selon ce schéma en tout cas, la méthode scientifique se décompose en 4 étapes: théorie, prédiction, expérience et observation. Pour mieux comprendre le monde, cette méthode scientifique consiste alors à répéter ces étapes. On émet une théorie, on détermine une prédiction de la théorie, on conçoit une expérience pour tester la théorie, on effectue l'expérience dont on tire une observation, puis on rejette ou on ajuste la théorie en fonction de l'observation. Et on recommence. Alors, dit comme ça peut paraître simple. Cependant, il y a en fait plein de pièges potentiels dans cette démarche, notamment ici, là et là aussi. Bon, en fait, à toutes les étapes du processus. En particulier, ici, il y a le problème de la fameuse p-value et le nœud de contention entre fréquentistes et bayésiens. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Ce sur quoi je vais m'arrêter aujourd'hui, c'est cette étape ici, à savoir la conception d'expérience. Et en particulier, on va voir pourquoi les sciences privilégient les tests dits randomisés en double aveugle. Imaginons que je veuille tester l'efficacité éducative d'une vidéo de la chaîne YouTube Wandida. #abonnez-vous. On pourrait se dire que pour y arriver, il suffit de prendre un groupe d'étudiants, de les faire passer un premier test, puis de les faire regarder une vidéo Wandida, puis de les faire passer un second test. Et a priori, on a envie de dire que s'ils font mieux au second test, c'est que la vidéo Wandida a fonctionné. Sauf que non. En fait, ce qui est probable a priori, c'est que les étudiants améliorent leur performance même si la vidéo Wandida n'a pas été instructive en tant que telle. On peut en effet avancer diverses raisons pour penser cela, mais typiquement, le premier test a peut-être entamé une réflexion chez les étudiants qui les a fait progresser. Et c'est peut-être ça qui leur a permis de mieux réussir le second test. On peut aussi imaginer que les étudiants mettent du temps à se mettre en marche et qu'il leur faut une sorte d'échauffement, ou qu'à l'inverse, ils seront fatigués au moment de passer le second test. Pour éviter tous ces biais potentiels dans l'analyse à venir, quand ils le peuvent, les scientifiques vont alors introduire un groupe de contrôle, aussi appelé groupe témoin. Cet autre groupe va subir la même expérience que le groupe test, à l'exception de ce que l'on cherche à tester, à savoir ici l'effet d'une vidéo Wandida. En gros, c'est une façon de mettre en pratique la phrase « toute chose égale par ailleurs ». L'analyse des résultats de l'expérience consistera ensuite à une comparaison entre les résultats du groupe test et ceux du groupe contrôle. Et d'ailleurs, ce que je décris là est plus ou moins la thèse de Derek Muller de la chaîne Veritasium, qui en parle très bien dans cette vidéo que je recommande vivement. Dans le cas des remèdes, c'est-à-dire des solutions pour ramener une chose ou une personne à son état habituel, l'utilisation du groupe de contrôle est d'autant plus important à cause notamment de ce que l'on appelle la régression à la moyenne. Typiquement, s'il s'agit d'améliorer les notes des moins bons étudiants au premier test, alors il sera d'autant plus important d'utiliser un groupe de contrôle car ces étudiants qui se sont ratés au premier test ont peu de chances de tout autant rater le second. Idem quand il s'agit de médicaments ou de performances de pilotes d'avion. Je vous renvoie vers cette excellente vidéo de Veritasium pour en savoir plus. Quand il s'agit de tester l'effet d'une action pour rétablir une situation anormale, un groupe de contrôle est indispensable pour bien analyser les résultats d'une expérience. Car dans ce cas, il faut s'attendre à un rétablissement de la situation anormale, même en l'absence de toute action. Cependant, faire une expérience avec un groupe de contrôle, ça ne suffit absolument pas pour éviter des erreurs dans l'analyse des résultats. C'est l'occasion d'en revenir à mon exemple de football que je vous invite à aller voir maintenant si ce n'est pas déjà fait, car je vais un peu spoiler le paradoxe de Simpson qui y est présenté. Pour tester l'impact d'un joueur de football, disons N'Golo Kanté, on peut imaginer comparer les performances de l'équipe de France avec et sans Kanté. Il s'agirait là bien d'une expérience avec un groupe de contrôle. En effet, on comparerait bien l'équipe de France avec Kanté, ce qui correspond au groupe test, avec l'équipe de France sans Kanté, ce qui correspond au groupe de contrôle. Cependant, j'espère que ça fait tilt dans vos têtes et que vous comprenez pourquoi une telle comparaison serait insuffisante pour conclure de manière définitive. En particulier, il reste possible que Kanté ait un impact positif, mais que l'équipe de France ait de moins bons résultats avec Kanté que sans Kanté. Je vous invite d'ailleurs à mettre pause pour réfléchir à comment c'est possible.
Et oui, le problème ce sont les possibles facteurs de confusion qui sont la cause du paradoxe de Simpson. En effet, il est possible que pour préserver Kanté, Didier Deschamps ne fasse jouer Kanté que contre de très grosses équipes comme l'Allemagne ou le Brésil. La France pourrait toujours gagner sans Kanté car ces matchs sans Kanté sont des matchs contre le Luxembourg ou le Liechtenstein. Et elle fera du coup moins bien avec Kanté, non pas parce que Kanté joue mal, mais parce que les matchs avec Kanté sont des matchs contre des grandes équipes. Or, comme on l'a vu dans la série sur l'IA, de tels paradoxes de Simpson sont omniprésents quand il s'agit de données observationnelles. Il faut alors toujours suspecter ces horribles facteurs de confusion. Et ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à les identifier qu'ils n'existent pas. Un homme en particulier comprit ceci mieux que n'importe qui d'autre, à savoir le très grand Ronald Fisher. Fisher se rendit compte que ce paradoxe de Simpson demeurait, y compris pour des expériences en laboratoire, pourvu que la conception des groupes test et groupes de contrôle était l'aboutissement d'une sélection, qu'elle soit humaine ou naturelle. Typiquement, s'il y a une règle ou un expérimentateur qui choisit si tel sujet ira dans le groupe test ou le groupe contrôle, alors cette règle ou cet expérimentateur sera un potentiel facteur de confusion. Pour éviter tout facteur de confusion, il faut interdire toute sélection potentielle au moment d'assigner un individu au groupe test ou au groupe contrôle. Et l'astuce de Fisher pour garantir l'absence de sélection était l'utilisation du hasard. Randomisé, disait-il souvent. Et en effet, il n'y a rien d'aussi efficace que l'aléatoire pour supprimer tout facteur de confusion. C'est ainsi que naquirent les expériences dites contrôlées et randomisées. En anglais, on parle de Randomized Control Trials ou RCT. Les RCT, c'est souvent considéré comme étant le standard ultime de la méthode scientifique. C'est ce qui permet d'obtenir des résultats qui permettent de conclure sans craindre ces horribles facteurs de confusion. Alors, pas tout à fait. Le risque qui demeure avec les RCT, notamment lorsque les sujets d'études sont humains, c'est le fait que les humains réagissent potentiellement davantage à l'information « je suis dans le groupe test » ou « je suis dans le groupe contrôle » qu'ils ne réagissent à l'objet de l'expérience. Voilà qui est particulièrement le cas en médecine où le très connu effet placebo fait que les patients guérissent bien mieux lorsqu'ils pensent être pris en charge. Et je vous invite à aller voir l'une de ces vidéos qui en parle. Pour éviter de mesurer l'effet placebo plutôt que l'effet d'un médicament, les scientifiques favorisent donc l'expérience en double aveugle. Il doit être impossible pour un sujet de savoir s'il a fait partie du groupe test ou du groupe contrôle. Mais ce n'est pas tout. De nombreuses études montrent que les responsables de l'expérience traitent souvent différemment les sujets des groupes test et contrôle, et ce de manière inconsciente. Un médecin sera peut-être plus enthousiaste avec un patient du groupe test, tandis qu'un vidéaste qui est derrière la chaîne Wandida pourra davantage motiver les étudiants qui ont vu la vidéo Wandida. Do it! Just do it! Et le truc, c'est que ceci peut avoir lieu de manière consciente ou de manière inconsciente. Je vous renvoie vers l'effet Pygmalion dont j'ai parlé dans cette vidéo et auquel Science Étonnante a dédié un billet de blog. Nous sommes très mauvais pour juger du rôle de notre inconscient. Pour éviter de mesurer l'effet des expérimentateurs, le standard ultime des sciences, lorsque les sujets sont humains ou animaux, est alors le test randomisé contrôlé en double aveugle. Cette fois, à la fois les sujets et les expérimentateurs ne sauront pas quel sujet appartient à quel groupe au cours de l'expérience. Enfin, a-t-on un protocole qui implémente vraiment la phrase « toute chose égale par ailleurs ». Les résultats de ce protocole pourront bel et bien être analysés sans craindre les facteurs de confusion. Donc si je récapitule, le test randomisé contrôlé en double aveugle, c'est un test dont le but est de supprimer tout biais potentiel dans l'analyse, en particulier la régression à la moyenne, les facteurs de confusion et les effets de placebo. Pour y arriver, il propose de prendre un ensemble de sujets et de les diviser aléatoirement en deux groupes, un groupe contrôle et un groupe test. Le groupe test recevra l'action que l'on mesure, le groupe contrôle ne recevra rien. Et de façon cruciale, pour que tout soit comparable, il faut que tout sujet et tout expérimentateur ignore si le sujet reçoit ou non l'action en question. Grâce à ce protocole très ficelé, on pourra obtenir des données de haute qualité qui pourront être analysées sans bémol lié aux facteurs de confusion. En particulier, les scientifiques proposent ensuite souvent d'analyser les résultats avec une méthode simple et devenue ultra standard, à savoir la méthode par p-value. Et si cette méthode par p-value fonctionne, alors on aura une méthode scientifique qui roule elle aussi. Sauf que, spoiler alert, la p-value ne fonctionne pas si bien que ça, mais on y viendra. Mais la p-value n'est en fait pas la seule critique à faire. Malheureusement, en pratique, les tests randomisés contrôlés en double aveugle, ça coûte cher. Comme vous l'avez compris, ça nécessite beaucoup de précautions et ça ne permet donc pas de générer d'énormes quantités de données.
Par ailleurs, ça nécessite de recruter et de s'occuper de beaucoup de sujets, animaux ou humains, voire de leur administrer des traitements dont on ne sait pas encore les effets. Niveau éthique, c'est pas tout rose. Qui plus est, on peut fortement douter de la généralisabilité des tests randomisés contrôlés en double aveugle dans l'environnement très artificiel du laboratoire, voire même de la reproductibilité d'un laboratoire de recherche à l'autre. Enfin et surtout, les tests randomisés contrôlés en double aveugle ne permettent de répondre qu'à des questions qui permettent d'être répondues par des tests randomisés contrôlés en double aveugle. Or, à bien y réfléchir, la plupart des questions dignes d'intérêt ne sont pas nécessairement de la sorte. Toutes ces critiques mériteraient bien sûr d'être développées bien plus longuement dans des épisodes dédiés. Rassurez-vous, c'est prévu. Mais, spoiler alert, le fait de parler en anglais de Randomized Control Trials, c'est-à-dire d'y voir le tribunal où se décident les vérités scientifiques, ça me semble extrêmement fallacieux et contre-productif. La dernière fois, je vous ai posé la question de qu'est-ce qu'une probabilité et Citron Mirab a fourni une réponse de mathématicien pur. C'est vraiment la réponse qui a été attendue notamment à l'ENS, qui s'appuie sur la théorie de la mesure, où l'idée c'est de dire que la probabilité d'un événement correspond à une espèce de fonction mathématique qui a tout sous-ensemble d'un ensemble très très grand, souvent appelé oméga. Cette mesure associe à tout sous-ensemble une probabilité, un nombre entre 0 et 1, et qui plus est, il faut que cette fonction satisfasse certaines propriétés, comme par exemple l'additivité des probabilités de sous-ensembles disjoints. Alors ça, c'est une approche très ensembliste, très bourbakiste, j'ai envie de dire. Je pense qu'on peut voir plus simplement avoir des axiomes un petit peu plus faibles sur les probabilités et considérer qu'en fait une probabilité c'est une fonction sur ce qu'on appelle une sigma algèbre, c'est-à-dire qu'on va d'abord considérer un ensemble d'événements et un ensemble d'opérations sur ces événements, notamment par exemple la négation d'un événement, et puis tout ce qu'on peut faire en utilisant les connecteurs logiques et ou, et puis on va supposer qu'il y a certaines propriétés par rapport à tout ça, notamment par exemple la distributivité du et par rapport au ou, enfin voilà, quelques opérations algébriques qu'on s'autorise. Donc là on parle de sigma algèbre, et ensuite une probabilité, ça correspond à une fonction qui va de la sigma algèbre vers l'ensemble 0,1 et qui satisfait quelques propriétés, comme par exemple la loi de la probabilité d'un et, dont on a d'ailleurs déjà parlé dans l'épisode 2. Daniel pose la question, lui, de qu'en est-il de l'approche bayésienne. L'approche bayésienne consiste à calculer la formule de Bayes, à considérer du coup un ensemble de théories et à voir à quel point ces différentes théories qui sont généralement très complexes, il faut généralement considérer des théories très complexes, notamment si on a des données empiriques et qui sont du coup très compliquées. Le bayésien va chercher à utiliser toutes ces données pour essayer de voir quels sont les modèles les plus crédibles les uns par rapport aux autres. Bon, comme on verra, ce calcul est extrêmement compliqué et du coup il n'est pas faisable en pratique, et du coup ensuite le bayésien va chercher à trouver des approximations de cette formule de Bayes, typiquement en considérant un sous-ensemble de théories, en considérant par exemple un sous-ensemble de théories qui arrive à bien gérer algorithmiquement, et peut-être même qu'il ne va pas appliquer directement la formule de Bayes, il va peut-être avoir des approximations de la formule de Bayes, comme par exemple les calculs variationnels ou le maximum a posteriori. Tout ça, on en parlera plus tard dans cette série. Mais l'aspect qui est vraiment intéressant, sur lequel je peux insister dès à présent, c'est que si le bayésien a une puissance de calcul infinie, alors il y a un calcul qu'il doit faire et il sait qu'il doit le faire, et du coup maintenant, sachant qu'il y a une puissance de calcul finie, il va vouloir trouver des approximations de cet idéal bayésien qui n'est accessible que pour ceux qui ont une puissance de calcul infinie. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode. La prochaine fois, on va plonger un peu plus dans la méthode scientifique en parlant de l'analyse statistique la plus standard, à savoir la méthode par p-value. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci au tipeur pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. In the late 90s, the Harvard professor Michael Kremer was interested in improving education in Kenya. Instead of starting an education nonprofit like you might expect, he decided to do a series of randomized control trials. This is what they entailed. He randomly split up the schools that he was studying in Kenya into two groups. One group would continue their schooling as usual, and the other group would receive the new interventions, like more textbooks and more teachers. Du coup, pour voir si un traitement fonctionne, James Lind va avoir une idée innovante. Le 20 mai 1747, 12 hommes d'équipage du Salisbury sont atteints des symptômes classiques du scorbut, fatigue, saignement de gencives, déchaussement des dents, etc. Il va alors mener une expérience sur eux, une expérience qu'on appellerait aujourd'hui un essai clinique contrôlé. Quelques jours après le début de son expérimentation, le résultat est sans appel. Et je cite James Lind. « Les deux qui firent usage des oranges et citrons reçurent le soulagement le plus prompt et le plus sensible. Un de ceux-là fut en état de remplir ses devoirs au bout de 6 jours. » Imparable.
James Lind vient de faire une démonstration très élégante que les citrons et les oranges soignent bien le scorbut. En s'assurant que la seule différence entre les différents groupes de patients soit le traitement qu'il leur donne, il isole l'effet spécifique du traitement. Et il découvre que c'est citron et orange. Alors que, au fond, il n'a aucune idée du mécanisme biologique qui est derrière. Aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est une méthodologie très similaire qui sert à vérifier l'efficacité des médicaments ou des interventions de santé.